Bah écoutez, bonjour à tous. Voilà, on est ravis avec l'équipe de Quincy de passer cette émission en votre présence, nombreuse j'espère. Cette émission qui est consacrée à la chirurgie du coude, Oui. qui est c'est un sujet extrêmement intéressant et vous allez voir, c'est un sujet qui pose des tonnes de problèmes. On va avoir quel bloc pour la chirurgie du coude, Bah oui. les implications de l'anatomie, parce que mine de rien, Ah oui. c'est vraiment un des sujets. Ensuite, Sébastien a réalisé un film qui va vous être présenté, très intéressant. Et puis, nous aurons une petite revue de la littérature sur la LR et les traumas du coude, qui est un petit peu particulière. Et puis, une sonoanatomie en live. On a un super mannequin, on va avoir plein de choses. Ouais, c'est une gonzesse, Elle est belle comme toute. Elle est belle. Bon, enfin, bref. C'est avec elle qu'on fera les PEX blocs la prochaine fois. Oui, et ça, bon. Et puis, nous avons, il nous faut un chirurgien quand même dans cette émission, parce que le coude, c'est un petit peu en dessous, on a le bras, l'avant-bras. Est-ce que syndrome de Loge de l'avant-bras est à l'air du coude? C'est peut-être une question intéressante, parce qu'on lit un peu de tout sur ce sujet-là. Bien, voilà. Quel bloc pour la chirurgie du coude et les implications de l'anatomie? C'est un vrai sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur depuis fort longtemps, parce que c'est sûrement lors de cette anesthésie que j'ai eu le plus d'échecs, clairement. Le plus d'échecs parce que réaliser un bloc du coude de qualité, vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Et il y a des choses qui nous échappent et encore, on a des moments d'incertitude. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une loi qui dit globalement que tous les muscles qui vont assurer une articulation et les nerfs de ces muscles qui sont innervés seront impliqués dans l'articulation. C'est de Hilton. Et là, on voit qu'il y a un nombre de muscles impressionnant pour faire bouger un coude. Si on l'oublie, c'est pas uniquement un biceps et puis le radial qui font bouger un coude. On a de la pronation, de la supination. Donc il y a tout un tas de muscles. Et regardez d'où ils viennent. Et ça, c'est sûrement le message de Toumer qui sera pilonné aussi par Sébastien après. Ça vient de C5, C6, mais aussi T1 et C8. Et je pense que tout est là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'en sortir sur cette articulation sans avoir l'ensemble quasiment du plexus brachial. Bon, ça, c'est pas à retenir, mais c'est juste, sur cette diapositive, on voit les répartitions en fonction des vues antérieures ou postérieures des différents nerfs. Et on peut constater que l'ensemble des nerfs y sont bien évidemment impliqués. Donc, leçon numéro 1, si vous voulez faire une anesthésie correcte du coude, vous serez tenu de bloquer l'ensemble des nerfs. Et l'expression, qu'elle soit osseuse ou cutanée ou musculaire, montre très bien que ici vous avez du bleu, du vert, du jaune, du rouge, peu importe, mais globalement, l'os, les muscles sont tout à fait impliqués. Les nerfs sont impliqués absolument partout, au niveau de tous les plans. Là, je vous montre un schéma qui est assez moche, mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est que c'est un des schémas qui insiste fortement sur une des problématiques, qui est non seulement le cutané médial de bras, le nerf cutané médial de bras, et surtout qui aborde le problème de l'intercosto-brachial. Et ça, c'est un sujet extrêmement intéressant parce que, alors l'expression cutanée est évidemment ridicule, ça ne veut rien dire, ça. Tout est mélangé. C'est d'ailleurs une anastomose, donc par définition, vous ne pouvez pas avoir une précision comme ça, mais au moins ce schéma a l'avantage de lever une des problématiques. Ce n'est pas uniquement un problème du cutané médial de l'avant-bras, c'est aussi l'intercosto-brachial qui vient de T2, et qui ne fait donc pas partie du plexus brachial. Donc, si on se fait un petit résumé, les 4 principaux nerfs du plexus sont concernés, plus le nerf cutané médial du bras, c'est-à-dire C8-T1, parce que ce nerf vient de C8-T1. Regardez, musculocutané, c'est C5, C6. Ça, on le savait, c'est les 2 premières racines quand on fait l'interscalénique. Le médian, C5, C6, mais il y a aussi C7, C8 et T1, faiblement. Mais le nerf, lui, il n'est que C8-T1. Voilà. Donc là, c'est clair, si vous n'avez pas C8-T1, vous ne pouvez pas faire votre bloc, vous ne pouvez pas faire une chirurgie du coude. On a, pareil, pour le nerf radial, un peu de C8-T1. Donc vraiment, il y en a partout. Alors, cette planche, elle est importante. Vous allez voir, j'ai un peu insisté là-dessus.
Cette planche, elle est importante parce que la tête du cadavre est là. Vous avez ici le membre supérieur, le grand pectoral qui est récliné. Et on voit très très bien les nerfs qui sont issus des intercostaux qui viennent ici innerver toute la partie antéro-interne du bras. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Cette anastomose, elle est... Alors, dans la littérature, c'est impossible de vous dire quel est le taux, mais j'ai vu un peu de tout, du 20%, du 30%, enfin bref. Enfin, elle s'appelle l'anastomose de Hirtl et elle est extrêmement fréquente. En tout cas, c'est une des causes d'échec et j'ai mis longtemps pour bien comprendre ça. Et des échecs, j'en ai eu certains à cause de ce bloc à faire et à réaliser d'une manière particulière. Alors, globalement, je vais décliner la chirurgie froide postérieure, celle que vous connaissez, compression du nerf cubital, l'épicondylite, l'hygroma. Globalement, là, pour ce type de chirurgie, vous allez avoir le bloc axillaire qui va être extrêmement simple à réaliser et qui donnera d'excellents résultats. Voilà. Donc ça, on peut faire la chirurgie du coude en faisant un bloc axillaire. Ça, il y a strictement aucun doute. C'est même, en tout cas, dans notre pratique, le bloc que l'on préfère faire pour ce type de chirurgie froide. Vous avez le bloc infraclaviculaire et là, j'ai pas mis de croix, mais j'aurais peut-être pu, car je connais des équipes qui ne font que ça et qui le font très bien et qui sont extrêmement contents de cette technique. Alors, on peut lui trouver quelques défauts, profond, inconfort, ce qu'on veut. Toujours est-il que ça reste une technique de choix pour ce type de chirurgie. On va avoir l'association, bien sûr, du bloc du cutané médial de bras. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous faites un bloc axillaire, vous faites un bloc infraclaviculaire, vous serez amené à bouger le bras de votre patient, quoi qu'il arrive, en tout cas, et d'assurer le bloc du cutané médial de bras et de l'anastomose. Alors, comment ça se réalise? Je vais vous montrer une erreur qui est extrêmement fréquente et qui fait qu'on pourrait diminuer la douleur. Pourquoi? Parce que cette traçante sous-cutanée antéro-postérieure, elle est très douloureuse. Elle est très douloureuse et c'est souvent, d'ailleurs, les patients ne se souviennent que de ça. Voilà, ça se situe, cette barriette, c'est une barriette sous-cutanée qui part de l'artère et qui va vers la face postérieure. Et non pas ce que j'ai vu faire que j'ai fait d'ailleurs pendant un certain nombre d'années, vers le haut. C'est-à-dire que la barrette, c'est pas vers le haut et vers le bas, ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à faire mal au patient. Ça n'amène rien du tout dans votre bloc. Alors, une fois que j'ai fait mon bloc, je vais le tester, vous connaissez la chansonnette, on teste son bloc, un locorégionaliste. Donc je vais tester mon cutané, je vais tester mon ulnaire, mon radial, mon médian, et je vais tester mon musculocutané. Mais il va falloir justement que je fasse un focus sur une région et qui est la cause d'échec la plus fréquente, c'est cette zone cutanée postérieure. Cette zone cutanée postérieure, je la teste systématiquement et si, malgré que je pense avoir fait ma barrette correctement, j'ai encore un patient qui sent quelque chose, qui sent de la douleur, je vais à ce moment-là faire une petite traçante sous-cutanée au-dessus. Alors ça, c'est ma méthode. Mais j'ai d'autres de mes associés qui, et à juste titre, peuvent se poser la bonne question, font plutôt la traçante quasiment sous l'épaule, sous le biceps, là, enfin au début de... non, c'est pas le biceps, ça. Bref, ils vont juste sous l'épaule pour bloquer, en fait, vraisemblablement l'axillaire. Parce que comme on n'arrête pas de le répéter, les nerfs se mélangent les uns dans les autres, c'est très difficile d'être systématique, tel endroit, tel endroit. On le sait pour le médian, on le sait pour l'ulnaire, on le sait pour le radial, mais c'est tout. Pour les autres, on ne sait pas vraiment. Et donc, est-ce que c'est de l'axillaire qui va descendre très bas? Est-ce que c'est que je n'ai pas bien fait mon intercosto-brachial? Est-ce que l'axillaire n'a pas été bloqué? Bref, j'en sais rien. En tout cas, vous sauverez votre bloc en faisant cette petite injection ici, juste au-dessus du coude ou au niveau carrément de l'épaule. L'autre chirurgie fréquente, c'est la rupture distale du biceps brachial. Donc là, on va être sur une chirurgie antérieure. Là, c'est clair, il n'y a même pas besoin de faire un infraclaviculaire. Un bloc axillaire, ça va très très bien. Nous, on fait ça extrêmement régulièrement, on n'a pas de souci. On va passer à la fracture du coude. Et que proposer comme technique de bloc? Eh ben, ça va être largement discuté avec Sébastien. Le problème, c'est quoi? C'est éviter la mobilisation, point. C'est tout. C'est tout. Pour éviter la mobilisation, là, il est clair que le bloc axillaire, ce n'est pas la bonne technique.
on va avoir le bloc infraclaviculaire. On va avoir le bloc infraclaviculaire il prend vraiment toute sa dimension. Ou alors le bloc supraclaviculaire. Ou alors un sujet, je dirais, un peu plus assez intéressant qu'on développe, qui va être le bloc interscalénique. Quel est l'objectif de ces 3 blocs ? En fait, la difficulté pour ces 3 blocs, quels qu'ils soient, va être d'assurer l'anesthésie de C8T1. Ça, Sébastien, on en reparlera. Clairement, si vous n'avez pas ce C8T1, vous n'y arriverez pas. Sur un supraclaviculaire, ça va être donc sur le faisceau postérieur situé au-dessus de la première côte, à côté de l'artère. C'est une région un peu compliquée, au milieu de tout un tas de faisceaux. Et en interscalénique, d'être capable d'aller inonder C8T1. Mais ça, c'est un sujet, il y a des papiers là-dessus que Sébastien vous présentera, qui montrent que c'est tout à fait réalisable, avec quelques contraintes. On aura le temps d'en parler avec lui. En tout cas, que faire en cas d'échec de C8-1 une fois que j'ai fait un infraclaviculaire, que j'ai fait un supraclaviculaire interscalénique ? Eh bien, c'est simple. Je prends mon bras, je bouge mon bras et je complète en axillaire. Je complète en axillaire soit sur le nerf défectueux, genre l'ulnaire, c'est-à-dire que je vais me casser que sur l'ulnaire, soit je complète, bien évidemment, par un bloc axillaire plus large pour intensifier la profondeur de mon anesthésie. Mais de toute manière, vous serez contraint à bouger votre bras pour bloquer le cutané médial de bras, qui souvent est oublié. Donc, vous serez contraint à le faire pour pouvoir bloquer ce nerf. Juste un petit point intéressant, n'oubliez pas que la position en décubitus latéral dans les gros fracas de coude est nécessaire et qu'elle peut être inconfortable et qu'il faut parfois l'associer soit à une sédation profonde, soit à une anesthésie. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté avec passion, j'espère. Et si possible, ce qui serait bien, c'est d'envoyer des questions. Alors, vous avez un chat, n'hésitez pas. Avec Sébastien, on y répondra. Maintenant, on va vous lancer un film qui a été réalisé hier matin sur un fracas de coude. Voilà. C'est parti. Me dit-on en régie. D'avoir un bloc très étendu. Ça, c'est le premier impératif de la chirurgie du coude. Il vous a montré que toutes les branches du plexus brachial étaient impliquées dans l'innervation du coude et qu'on allait avoir même parfois besoin du nerf axillaire et surtout aussi du cutané médial médial de bras. Oui, pardon. Là, il y a un deuxième impératif chez ce patient-là. Ce patient-là, il a une fracture du coude. C'est pas simplement qu'une chirurgie froide du coude, une fracture du coude. Et donc, au premier impératif, qui est l'innervation le bloc très étendu lié à l'innervation, le deuxième impératif est la position coude au corps. Et donc, il est impossible de le mobiliser parce qu'on peut très bien réaliser pour une chirurgie du coude un bloc axillaire. Il y a différents blocs qui peuvent être réalisés autour de la clavicule. Nous, ce qu'on va vous présenter là, en fait, c'est une association de 2 blocs qui est vraiment très élégant, qui va être d'abord un interscalénique. On va vraiment se focaliser sur C5, C6, C7, puisqu'on sait que la diffusion vers C8-T1 peut être compliquée. Et puis après, une fois que le bloc s'affaire et que la mobilisation du patient est possible, on pourra associer un bloc axillaire pour avoir un bloc vraiment très complet, depuis C5, C6, C7 en interscalénique, avec en fait les 2 branches de C8-T1 au niveau du bloc axillaire. Donc là, on va commencer à regarder chez ce patient. J'ai regardé un petit peu avant, il a une anatomie qui est vraiment très intéressante, ce patient. Et même chez ce patient, si on avait voulu faire un bloc interscalénique avec une diffusion très large, comme ça a été proposé, on en reparlera. Là, c'est pas possible chez ce patient parce que vous allez voir, il a une très belle variation. On part ici au-dessus de la clavicule. Vous reconnaissez la clavicule ici et la plèvre. Là, l'artère sous-clavière. Et sur la partie gauche ici, vous avez le plexus, avec même un petit peu loin ici du plexus déjà, le suprascapulaire qui est utilisé pour la chirurgie de l'épaule. Quand on suit le plexus en remontant dans la partie latérale du cou, eh bien on voit très nettement qu'on a une partie du plexus qui reste dans le sillon interscalénique et que vous avez ici une partie du plexus C8-T1 qui va venir contourner au sein du scalène antérieur. C'est ce qui est décrit dans une quinzaine ou une vingtaine % des cas. Cette variation anatomique qui dépend surtout des racines, soit C5, soit C6, soit C5, C6. Là, probablement C5, C6, puisque lorsqu'on continue à monter ici, vous allez avoir une transverse, là, ici, avec une racine qui est probablement C7.
C7, et donc c'est vraiment C5 et C6 que vous avez à ce niveau-là. Donc chez ce patient, si on avait souhaité faire un bloc avec une distribution très large le long de l'ensemble du plexus en utilisant un effet volume, c'est pas possible, puisque vous allez avoir à faire 2 injections, 2 infiltrations, ce qui peut être assez limitant. Donc là, je vais réaliser chez ce patient le bloc interscalénique en voie dans le plan, en ayant donc comme cible cette première partie du plexus, ou même plutôt, même si cette bifurcation va peut-être avoir une distribution qui pourra se faire sur les 2 parties de ce plexus, donc C5, C6 et plus loin C7. Alors là, la situation de la sonde est parfaite. Je décale un petit peu ma sonde pour limiter le trajet d'aiguille, puisque je vais faire cette infiltration dans le plan. Donc je vais mettre la cible plutôt quasiment au bord le plus proche de moi du talon de la sonde. Ça va toucher monsieur, ça touche un tout petit peu la peau. Hein. Ça passe la peau. Donc là, je viens de passer la peau. On voit déjà que je suis même quasiment profond chez ce patient. Et là, je suis en train de cheminer tout doucement en direction de C5, C6. Je chemine tout doucement juste à ras de cette structure. Et là, juste au bout, je pense que je vais pouvoir commencer à injecter et avoir une distribution qui va être, je pense, voilà, j'injecte un petit peu, qui va commencer à se faire de manière assez jolie autour de, voilà, j'ai bougé un peu la sonde exprès pour pouvoir voir la distribution que ça donnait, et on voit très bien et très nettement qu'on a une distribution qui se fait autour de ces deux racines, et on a même une distribution qui va commencer à se faire un petit peu plus en arrière. Il y a un petit peu de backflow, donc je vais retirer même un petit peu l'aiguille maintenant, encore un petit peu, réinjecter peut-être à l'autre extrémité. Vous voyez que ça refoule complètement le scalène. Je vais lâcher, changer un peu les mains. Ça bouge un peu trop, mais voilà, on a un petit peu d'anesthésie locale. Ici, on a la racine, les C5, C6 qui sont là, de l'anesthésie locale en backflow, qui vient refouler complètement le scalène intérieur. Donc, je me remets en situation et je continue à injecter tout doucement. On voit très très nettement la distribution. Et si jamais je suis un petit peu le plexus, on voit que maintenant les différentes racines sont noyées complètement par anesthésie locale. Regardez là, ça se décolle encore bien. On voit que ça se décolle aussi au sein du scalène intérieur. Et ce qu'on voit aussi nettement, c'est qu'avec les 10 cc qui ont été injectés, on a quand même un petit peu de distribution qui va se faire ici, probablement sur C7, mais ce qui nous montrera, c'est effectivement ces 8 T1 qui sont vraiment très 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 profonds, et on voit ici le scalène avec la distribution de l'anesthésie locale qui se fait au sein de ce scalène antérieur, donc autour ici de la partie très haute du plexus, un petit peu sur sa partie intermédiaire. Donc là, je pense qu'avec les 10 cc qui ont été utilisés, ça suffit amplement. Et regardez, ce qui est assez joli, c'est qu'on voit que la distribution, là, elle s'est faite même dans le trajet de ces deux racines. Regardez, on voit le trajet ici qui a été complètement délimité par l'anesthésie locale. Donc là, on a une distribution qui paraît assez intéressante avec les 10 cc que j'ai commencé à injecter. Donc là, ça va suffire. Je vais retirer tout doucement l'aiguille en contrôlant bien sûr le retrait de l'aiguille. Voilà. Et donc là, c'est la première partie. On va attendre un petit peu le temps que le bloc fasse un peu effet et que le patient puisse après mobiliser son bras en abduction complète pour pouvoir compléter avec un bloc axillaire. Donc là, ça fait à peu près 10 minutes que le bloc a été réalisé. Et je viens de tester le patient et effectivement, il décrit des paresthésies au niveau du pouce, au niveau de l'index. En revanche, il n'y a rien du tout ici sur le bord médial de la main, donc sur la partie ici du petit doigt. Donc il y a bien eu une distribution qui s'est faite sur le médian, le radial. Après, on peut pas voir là maintenant, mais probablement le musculo-cutané. En revanche, ce qui va manquer, c'est cette partie-là, et on sait que l'unaire est impliqué dans l'innervation du coude. Donc là, c'est pas possible de laisser ce bloc avec ce manque de distribution pour une chirurgie traumatologique du coude. Donc, on va réinstaller le patient en abduction pour réaliser maintenant le bloc axillaire. Donc, le patient maintenant a le bras en abduction, on lui a mobilisé tout doucement une fois que le bloc interscalénique était bien installé. Et on peut, quand on s'intéresse à son anatomie, s'apercevoir que là encore, il y a des très jolies variations anatomiques. Juste avant de parler des variations et de vous montrer les images, on a envisagé une configuration pour ce bloc un peu différente. C'est surtout pour les gens qui aiment bien avoir quasiment la vision sonde, aiguille,
et écran dans le même sens. Donc c'est au lieu de se mettre en face du patient, c'est se mettre à l'arrière du patient pour réaliser son bloc axillaire. Donc là, c'était juste une configuration un peu différente pour vous montrer qu'on peut vraiment envisager les choses et s'organiser comme on le veut. Si on regarde maintenant l'anatomie ou la anatomie du patient, on va retrouver sur l'écran le tendon du grand dorsal, l'artère, jusqu'au-dessus de l'artère, très rapidement, on a ici les médians. Ici, une petite boule ici qui est probablement le cutané médial d'avant-bras. Vous avez le radial qui est probablement ici. D'ailleurs, on le voit quand on descend un petit peu, fusé sous le tendon du grand dorsal et aller croiser ici l'humérus. Et vous avez une dernière structure qui est juste coincée entre les différentes veines et l'artère, ici, qui est l'ulnaire, qui va être une de nos cibles principales. On aura aussi une infiltration qui sera faite en sous-cutané pour bloquer le cutané médial de bras et l'intercostio-brachial. Si on s'intéresse ici au muscle cutané, c'est juste pour vous montrer cette variante. Après, je vais réaliser le bloc. Vous voyez qu'ici, quand on suit un petit peu le muscle cutané, vous allez voir qu'il y a une petite branche, une petite branchette, une branchouille ici, qui va être en fait une sorte d'anastomose entre le médian qui est là et le muscle cutané. Donc c'est très joli. Ça arrive aussi, c'est des choses qu'on peut voir. C'est pour ça que ces grandes scans initiaux sont importants pour envisager l'ensemble de l'anatomie. Là, juste pour refaire un tour sur l'ulnaire, vous avez ici cette structure qu'on voit ici, là, et qui va venir se coincer entre veine et artère, qui est le nerf ulnaire. Donc là, je suis dans une configuration qui est plutôt favorable. Là aussi, j'essaye de placer correctement les cibles pour avoir un trajet d'aiguille qui va être le minimum long pour le confort du patient. Donc là, ça va toucher la peau, monsieur. Voilà, ça retouche un petit peu. Et là, on va voir arriver donc l'aiguille tout doucement dans le plan. Donc là, je vais continuer avec cette orientation pour aller sous l'artère, tout doucement. Et puis de cette région sous l'artère, injecter avec une distribution, on verra, qui ira à mon avis. Donc là, on voit que ça bouscule un petit peu le radial. Je vais arrêter là. Un test d'aspiration, un peu d'infiltration. Et on va voir comment se fait la distribution. Mais on voit là très nettement que la distribution, elle se fait aussi bien depuis ce point sous l'artère à 6 heures, aussi bien vers le médian. Et on va voir si on descend encore un petit peu sous l'artère en faisant attention au radial, si on peut pas avoir une distribution qui va se faire aussi de l'autre côté. Donc là, ça refoule complètement maintenant tout doucement le radial. Et je vais continuer à avancer pour essayer d'avoir un minimum de trajet d'aiguille. Et je pense qu'avec un peu de chance, c'est ce qu'on voit là. Ça se distribue maintenant sur la partie droite de l'artère, donc ça remonte aussi également ici vers la région de l'ulnaire. Donc en fait on a une distribution depuis la région 6 heures par rapport à l'artère, un encorbellement de cette artère avec une distribution qui va se faire donc d'un côté vers le médian, vers le bas vers le radial, mais qui était déjà un peu bloqué, hein, je vous l'avais dit. Je vais continuer, le radial qui est un petit peu encore plus bas. Et puis de l'autre côté, là on le voit très très nettement, même maintenant, de l'autre côté vers l'ulnaire. Et puis on continue un petit peu. Hop, on est juste au contact ici du radial. Il y a souvent un petit fascia à passer. Je vais essayer de voir si je peux le passer. Voilà, ça y est, là je l'ai eu. Et effectivement, regardez, quand on l'a, on a cette distribution qui se fait très nettement sur le radial. Alors maintenant, il est vraiment très bien surligné ici. Donc tout a été bloqué. Le médian, mais qu'on avait déjà. Le cutané médial de l'avant-bras qui est ici. L'ulnaire. Reste, en revenant un petit peu tout doucement, le muscle cutané. Je vais essayer de me remettre bien dans l'axe de cette aiguille. Revenir à la peau, changer un tout petit peu l'orientation de l'aiguille. Et puis descendre tout doucement. Alors terminer toujours par ce nerf, parce que c'est pas le moins agréable pour les patients. Il faut béquer en même temps l'aiguille, sinon je vais être un peu embêté. Se mettre dans le petit fascia qui est là. Et probablement que par backflow, en étant dans le fascia, voilà, je vais injecter maintenant. Non, je suis un peu trop profond. Encore un peu. Voilà, là on voit bien que ça commence un petit peu dans le fascia à se distribuer. Voilà, là on en voit que ça s'est distribué vers le muscle cutané, même si j'étais pas au contact. Mais si j'avais voulu aller au contact, il aurait fallu que je prenne beaucoup d'angulation. Hein, ouais, donc là, si on scanne maintenant, on voit très bien, et si on resuit, je vais mettre un petit peu plus de gain peut-être pour qu'on ait une... Voilà,
avec un peu plus de gain, ce sera peut-être un petit peu mieux. On voit très bien ici qu'on a le médian qui est complètement entouré, l'artère, le radial qui plongeait ici et qu'on avait vu lui aussi qui baigne complètement, et l'ulnaire si on le recherche. Mais maintenant on le voit alors qu'on avait du mal à le distinguer parce que c'est rehaussé par l'anesthésie locale. Là qu'on a vraiment eu tout le monde, hein, et aussi le muscle cutané. La dernière chose qui va rester à faire, et c'est important pour ce genre de chirurgie, c'est ne pas oublier, voilà, on voit l'aiguille qui est juste en sous-cutané, et ben de faire cette distribution sous-cutanée qu'on voit très nettement. Alors c'est vrai que l'écho maintenant ça nous permet de vraiment voir comment ça se distribue. Le cutané médial du bras, je sais pas où il est, mais c'est vraiment cette distribution dans le bon plan qui va assurer le fait de pouvoir le bloquer largement correctement. Voilà, je viens de retirer l'aiguille et maintenant on voit bien qu'on a vraiment une très belle distribution au-dessus du fascia brachial, sous le fascia brachial, entre le fascia brachial et le tendon du grand dorsal, et que les défects qu'on avait tout à l'heure sur l'interscalénique est complètement compensé par ce bloc axillaire. En tout, 30 cc ont été utilisés, ce qui permet d'avoir un bloc avec un volume largement adapté et qui sera vraiment très largement étendu sur l'ensemble des branches qui vont innerver le coude. Alors après l'explication que vous avez eue par Luc de l'innervation très complexe du coude, et puis le film que vous avez vu, juste quelques explications sur l'axis, donc cette combinaison bloc axillaire et bloc interscalénique. Vous expliquez comment c'est venu, et surtout en m'intéressant à ce sujet, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y a dans la littérature, et en fait, moi on en a beaucoup parlé, et quand on regarde, il n'y a rien dans la littérature. Juste, je vais revenir un petit peu sur les deux impératifs qu'on a pour la chirurgie du coude. Le premier impératif, c'est celui dont vous a parlé Luc, qui est la LR très étendue, qui va aller de C5 à C8-1, même T2 pour l'intercostrobrachial. Et puis vous avez après le deuxième impératif, qui est la mobilisation du patient. Pas gênant sur une chirurgie froide, mais très embêtant sur une chirurgie traumatologique. Donc il va falloir prendre en compte cette anesthésie étendue et puis ces problèmes de mobilisation. Pour y réfléchir, si on reprend ce travail qui avait été fait par Lantz il y a maintenant très longtemps, il avait déjà un brin, si on peut avoir la petite diapositive, il avait déjà un petit brin de réponse concernant quel bloc était adapté au coude, puisqu'ils avaient évalué sous neurostimulation les territoires qui étaient bloqués par un interscalénique, par un supraclaviculaire ou par un bloc axillaire. Ce qui est en bleu très foncé, c'était bloqué dans 80% des cas. Ce qui est en blanc, c'est inférieur à 60%, et en bleu clair, entre 60 et 80% des cas. Et ce qu'on voit déjà, et c'est ce que vous disiez Luc, c'est que l'interscalénique, on va avoir un gros défect sur la partie très profonde du plexus, donc il va nous manquer C8-1, donc tout le bord médial du bras. Sur le supraclaviculaire, ou sur ce qui arrive autour de la clavicule, on est pas mal, même si là encore, et vous verrez que c'est un peu la même chose avec l'échographie, on n'est quand même pas à 80 ou 100% sur tout le bord médial du bras, donc toujours tout ce qui est très profond. Alors qu'en revanche, avec le bloc axillaire, vous avez tout ce qu'il faut. Il peut vous manquer effectivement l'axillaire. Vous avez en plus le cutané médial de bras. La limite du bloc axillaire, même s'il peut être adapté au coude, c'est que là, en termes de traumatologie, c'est coude au corps, donc ce n'est pas de bloc axillaire. Et c'est là qu'en fait est né un petit peu ce concept qui était pourquoi ne pas associer un premier bloc pour offrir de l'analgésie avec patient coude au corps, même s'il n'est pas complet, pour pouvoir après offrir l'opportunité au patient d'avoir une abduction complète et de compléter dans la région axillaire. C'est ce que vous a dit Luc. Alors, c'est axis au début, donc c'est interscalénique plus bloc axillaire, mais ça peut être en fait tout ce qui se passe au-dessus ou autour de la clavicule plus bloc axillaire. Vous allez ainsi bloquer, c'est ce qu'on voit sur la photo de droite, C5, C6, C7 avec l'interscalénique, donc musculocute, un peu du médian, du radial, et puis après en revenant en axillaire, vous complétez sur l'ulnaire et sur le cutané médial de bras et d'avant-bras. J'ai regardé donc dans la littérature, en fait, les gens en parlaient beaucoup, mais ça a été peu évalué ou peu envisagé. Il n'y a que 2 papiers, un abstract qui avait été présenté en 93 à l'ASRA, où vous avez vraiment fait une évaluation sur une grosse cohorte, et sinon un cas clinique. Donc c'est quelque chose qui se faisait et qui malheureusement a manqué peut-être un peu de diffusion par le biais des articles pour être utilisé, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et assez smart à faire, aussi bien pour nous que pour les patients, parce que vous leur offrez tout de suite du confort en les soulageant dès que vous avez fini l'interscalénique. Après, cette notion d'axis, Luc vous l'a dit, est arrivée une autre notion qui était pourquoi sur l'interscalénique, on ne peut pas essayer de faire tout ce qu'on peut pour obtenir une distribution très large. Et c'est ce qu'avait envisagé Alain Delbos avec son équipe à Toulouse, où ils avaient essayé de déterminer si, en faisant une injection au niveau entre C6 et C7, donc au niveau du point bleu, avec des gros volumes, c'était 30 cc, on ne pouvait pas avoir une distribution très large. Et c'est ce qu'ils ont mis en évidence et montré que par rapport à la neurostimulation,
où on avait à peu près 25% de distribution sur le tronc primaire inférieur, donc sur C8T1, eh bien, avec l'échographie, bien placée, gros volume, vous étiez quasiment à 93%, mais 93, ce n'est pas 100%. Donc, avoir à l'esprit que même si vous essayez d'avoir cet objectif, qui est un bel objectif, eh bien, il peut y avoir des défects et il faut tester les patients pour pouvoir aller faire ensuite un axillaire pour être sûr d'avoir un bloc complet, très étendu sur l'ensemble du plexus pour s'assurer une chirurgie du coude. Il y a d'autres choses qui peuvent être envisagées après, là encore, où l'écho aurait pu nous aider. Après cet axis, c'était de se dire, peut-être qu'en supra ou en infraclaviculaire, je vais quasiment avoir une distribution beaucoup plus large sur l'ensemble du plexus, donc de C5 aux branches qui émanent de C5 jusqu'à C8T1. Il manquera simplement, comme le disait Luc, l'intercossobrachial, donc cette infiltration qu'on voit bien à la fin du film. Et l'intérêt de l'écho pour l'infiltration, c'est de déterminer vraiment le beau plan. Donc effectivement, Luc vous le disait, plutôt vers le bas. Mais avec l'échographie, on voit bien que quand on injecte, en fait, dès qu'on est dans le bon plan, ça va vraiment de façon très homogène, quasiment sur toute la face médiale du bras. Donc pour en revenir à supra ou infraclaviculaire, là je me réfère à une méta-analyse qu'a fait Eric Albrecht, un très bon copain, qu'il a fait qu'il a publié dans Anesthésia cette année, et qui est assez intéressante parce qu'elle montre un petit peu l'impression qu'on en a de cette infra- et supraclaviculaire pour obtenir cette distribution très large. C'est que quand on regarde ici l'efficacité, donc en comparant pour une chirurgie du bras, donc une distribution sur le plexus supra versus infraclaviculaire, eh bien on est plutôt en faveur de l'infraclaviculaire pour un BOC complet parce qu'on sait très bien que le supra, et c'était surtout dans les études danoises que ça avait été montré, on a parfois quand même du mal à aller sous l'artère pour avoir ce corner pocket et pour avoir encore là eh bien, l'ulnaire, en tout cas ces branches de la partie médiale du bras. Donc en fait, si jamais il y en a un qui peut faire peut-être mieux que l'axis, ce n'est pas le supraclave, c'est probablement l'infraclaviculaire parce que là, vous allez avoir une distribution qui est probablement très intéressante et très large. Et en plus, si on reprend la deuxième partie de cette méta-analyse, autre élément intéressant, c'est que l'infraclaviculaire, vous le faites plutôt en une injection, alors que le supraclave, on va un petit peu chercher à trouver le bon plan pour obtenir cette distribution qu'on cherche à avoir, dont on n'est même pas sûr de l'avoir. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon bloc, mais en tout cas, quand on fait celui-là, en fait, quand on fait tous les blocs au-dessus de la clavicule, on sera probablement pour ce problème du défect. Sur la partie médiale, je m'étrangle, du vin. Sur la partie médiale du bras, il faut retourner en axillaire. Pour l'infraclaviculaire, on aura simplement besoin de bloquer l'intercostrobrachial. Putain, j'ai mangé un chat entier, il était énorme. Différence aussi qu'on avait et qu'on ne retrouve pas avec l'axis, qui est vraiment quelque chose de très smart, c'est que le supraclave, et dans cette méta-analyse, c'était bien montré, il y avait un risque de paresthésie important parce que vous avez ces mobilisations. Et l'infraclave, ce qu'on retrouvait, c'était un confort qui était un peu moindre parce que vous allez avoir des passages intermusculaires importants et donc un inconfort pour le patient. Donc l'axis, franchement, quelque chose d'intéressant parce que de l'analgésie rapide, la mobilisation possible, et puis surtout quelque chose qui est vraiment confortable pour le patient. Donc voilà pour cela, pour introduire pas le modèle, mais ce que je vais faire sur le modèle, juste l'article du mois, qui est aussi un petit peu comme l'article du mois que je viens de vous montrer. C'est cet article qui vient de paraître dans RAPM, qui est vachement intéressant sur le plexus brachial et qui apporte des éléments de réflexion sur cette image, vous savez, qu'on a de piles d'assiettes, eux, qu'ils appellent le spotlight sign, et donc qui sont parfois ces trois billes que l'on voit entre les scanners antérieurs et moyens. Ils ont fait 20 dissections sur 10 cadavres, et ils ont essayé d'envisager quel était, le nombre de variations anatomiques, celles que l'on a vues dans le film tout à l'heure, 2, la taille de ces différentes racines, et 3, à quoi pouvaient correspondre ces trois assiettes, en considérant que c'est probablement plutôt le tronc primaire supérieur, donc C5, C6, C7. Ce qu'ils ont retrouvé, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans quasiment 20% des cas, comme je vous le disais, il y a vraiment un cheminement de C5 ou C6 qui peut se faire en dehors du sillon et qui peut se faire plutôt dans le scanner antérieur, parfois soit C5, parfois soit C6, parfois soit C5, C6, comme on l'a vu et comme vous le voyez ici sur l'image, chez le patient qui avait le traumatisme du coude. En revanche, C7 a peu de variation ou même n'a pas de variation anatomique. Donc lui, il sera toujours dans le sillon. Ça, c'est le premier élément qui est intéressant, mais qu'on connaissait déjà par d'autres dissections qui avaient été faites. En revanche, le truc qui est vraiment, vraiment intéressant et qui fait qu'il faut vraiment éviter d'aller au milieu de cette pile d'assiettes, ce qu'ils ont mis en évidence, c'est que le plus petit rond, c'est probablement C5, que les deux gros ronds qu'on a, c'est le plus souvent C6. Et qu'en fait, ils ont une division
qui n'apparaît jamais à C5, c'est-à-dire que C5, c'est toujours une bille qui ne va pas se diviser, alors que comme on peut le voir ici, eh bien, C6 ici ou C6 ici a pour l'habitude de se diviser, et ce qui va donner cet aspect en pile d'assiette. Et donc, autre élément, c'était donc ce petit C5 avec ces gros C6, C7. Et en fait, cette image que vous avez ici, qui est très jolie, et qu'on obtient aussi, et que vous allez voir sur le modèle que l'on a, c'est qu'on a souvent un petit C5 et deux machins qui sont probablement une division de C6, ce qu'on voit très nettement ici, donc cet aspect en spotlight. Et ce qui est en faveur de ce que toujours on rabâche, qui est le scan préalable pour savoir ce que c'est. Donc là, je vais en cuisine voir ma poulette, je ne sais pas si c'est suivi, et donc vous allez voir, je vais demander à Luc de venir m'aider pour pouvoir jouer de la souris. Là, j'y vois rien du tout, mais c'est pas grave. Et ben, vous allez voir que chez ce jeune homme, on va retrouver l'ensemble des éléments dont je vous ai parlé. Alors toujours les éléments qu'on va rechercher pour pouvoir faire ce bloc, on va rechercher la première côte et l'artère sous-clavière, qu'on voit très nettement. Alors j'espère que ça n'a pas trop changé votre image, on a mis un peu plus de gain. Donc la première côte et l'artère, et sur la partie gauche de l'écran, vous avez le plexus, et effectivement un petit peu en bas, on a la plèvre. Et quand on monte à partir de là, vous allez voir, déjà on remarque une belle chose, c'est qu'il a une grosse artère circonflexe qui bat complètement et qui vient diviser le plexus en deux, ce qui fait parfois aussi que cette bloc supraclaviculaire peut être un peu limité par l'existence de cette artère circonflexe. Donc là encore, le scan il est intéressant, pas que pour voir les variations nerveuses, mais aussi vasculaires. Et quand on monte, on va pouvoir visualiser, je vais vous mettre au centre, le plexus entre les deux scalènes. Voilà un scalène, deux scalènes et le plexus. Et regardez, quand on remonte un tout petit peu, chez lui, on va avoir C7 qu'on voit énormément, tout blanc, énorme. Et au-dessus, on a effectivement cette image de spotlight dont il parlait avec trois petites billes. On les a vraiment très nettement, 1, 2 et 3. Et effectivement, là, on a vraiment cet aspect avec probablement C5 au-dessus et C6 qui sont les deux billes du dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui était intéressant. Et effectivement, si vous descendez, vous allez voir que les deux petites billes, hop, elles vont rentrer dans une transverse qui est là. On la voit très nettement avec une bille au centre. Et que la bille du dessus, eh bien, ce sera après qu'elle va rentrer dans une transverse. Bon, là, on voit un petit peu moins bien. En tout cas, nous, on a du mal à voir, voilà ici, qui est C5. Donc ça, c'était vraiment assez joli sur un plan anatomique. Alors sur un plan clinique, ça va peut-être pas nous apporter des trucs délirants, mais simplement qu'en tout cas, on a vraiment ce tronc primaire supérieur qui est englué avec C5, C6, C7, qui est très joli. Une chose que pourrait aussi vous montrer Luc, c'est que dans le scalène moyen, on voit très nettement une petite structure toute hyperéchogène qui court, voilà ici. Et en fait, ici, on voit très bien le dorsal de la scapula, qui est vraiment important à contrôler si vous faites des voies dans le plan pour éviter d'aller le tripoter et générer un petit peu de... Où est-ce que tu mettrais ton aiguille là ? Ah bah là, après, si Ouais. jamais on estime qu'on veut vraiment obtenir un objectif de C5 à C8T1, se mettre entre C5 et C6, que maintenant on reconnaît bien avec le signe du spotlight, et le C7, a priori, là, vous avez un espace à peu près vide, avec une distribution qui peut être vraiment intéressante avec un gros volume. Quand tu dis gros volume, c'est-à-dire 30 cc, comme je vous l'ai présenté juste un D'accord. petit peu avant. Si vous vous dites que non, parce que l'axis peut être une super belle solution, pas besoin d'être aussi profond, vous restez au contact de C5, C6. Probablement qu'avec un peu de la diffusion, ça va courir sur C7. Effectivement, ça ne courra pas sur C8T1, ou très peu probablement, mais après, vous pourrez mobiliser tranquillement le patient pour faire le reste du bloc. Donc là, en revanche, il faut jouer sur les volumes, parce que si vous en mettez déjà 30 en interscalénique, après, vous serez un peu limité en axillaire, quoi. Donc 20 et 20, c'est plutôt bien. Donc après, le fait d'essayer d'avoir un objectif bloc complet, ça vous limite avec les volumes après, puisque tu vas utiliser déjà 30, et donc tu es un peu... Bon, même si 50, ça va pas être gênant, vu qu'il faut baisser les volumes et les concentrations. Mais là, c'est vraiment joli, parce qu'on retrouve, et c'est vrai qu'après avoir lu ça, ce coup du spotlight, on le voit... Stoplight, pardon, on le voit beaucoup. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment cette pile d'assiette qui est en fait un C5 avec C6 un petit peu divisé tranquillement. Il y a une question qu'on nous a posée qui est assez intéressante. Est-ce que dans cette situation-là, on peut jouer sur le type de produit ? Est-ce que ça aurait un intérêt de faire en supraclaviculaire, par exemple, de la carbocaïne pour ensuite pouvoir déplacer son membre et faire un axillaire avec des produits de longue durée ? Oui, mais ça va apporter pas forcément grand-chose. Mais parce qu'en fait, voilà, on est d'accord. En fait, ce que ça n'apporte pas, c'est que ça, c'est fait quand on veut mobiliser en post-opératoire les patients. Or là, de toute façon, le patient restera coude au corps, donc on ne va pas trop le mobiliser, ça ne sert pas à grand-chose. Après, ça peut jouer peut-être un petit peu si on estime que les courtes durées d'action vont avoir un délai d'action beaucoup plus rapide, et donc si on veut apporter de l'analgésie. Mais bon. Ouais. Pas forcément quelque chose d'intéressant dans ce cadre-là, parce que de toute façon, le patient sera coude au corps après. Donc là, on va peut-être voir arriver notre chirurgien. C'est super.
On va peut-être voir arriver notre chirurgien chéri avec une belle question que je vais pouvoir te poser, Luc, qui va pouvoir introduire l'arrivée d'Éric Lenoble, qui est que fait-on? En fait, on est là maintenant. Si on est là-bas, là. Pardon, on change. Tiens, on change. C'est un peu le bordel. C'est superbe. Et donc, que fait-on? Eric arrive, il est en train de s'habiller. Ah bah maintenant on est là, c'est incroyable. Que fait-on en cas d'analgésie? C'est-à-dire qu'il y a probablement où tu vas nous dire comment tu peux gérer une analgésie chez un traumatisme très délabrant du coude. Qu'est-ce que tu peux mettre? Est-ce que tu peux mettre un cathéter? Et quelle peut être la limite pour pouvoir justement avancer le topo d'Eric? Eh ben, c'est un vrai sujet compliqué. Ce qui est certain, c'est que le fait de mettre un cathéter et donc d'enlever toute douleur pendant, on va dire, le temps de la durée du cathéter, au minimum 24 heures, voire un produit cathéter d'ailleurs ou produit de longue durée d'action avec adjuvant ou non, on va commencer à dépasser des zones très longues. Et là, la vraie question qu'on se pose depuis le début, que j'ai déjà vue, qu'on m'a toujours dit, attention, pour la chirurgie du coude, en dessous c'est sûr, il y a un syndrome de Volkmann qui est possible, mais pour le coude, ça reste plus complexe. Et pour le coude, j'ai personnellement, mais je poserai la question à Eric, plusieurs fois entendu des vieux chirurgiens me dire chez l'enfant, c'est franchement contre-indiqué, alors que chez l'adulte, il n'y a pas de risque. Mais bon, tout ça, c'est des questions qui ont... Alors ce que tu dis, c'est bien parce que c'est franchement contre-indiqué, mais ça ne veut pas dire, à mon avis, qu'on ne peut pas utiliser des produits courts. Bien sûr. Ouais, mais souvent, justement, il y a un amalgame entre bloc, syndrome de Loge et faisabilité ou pas. Si jamais tu prends un produit court, tu n'es pas gêné, en fait. Il parle voilà, c'est ça. N'importe quoi. Non, mais bien non. Je le tiens. Ah non, Donc, non, ça fait pas mal. Non. Voilà. Donc la question, puisque maintenant tu nous fais le plaisir d'être là, je vous présente Eric Lenoble pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un de nos chirurgiens du membre supérieur, éminent chirurgien. Faut que je cause dans le truc. Ouais, messieurs, dames, les anesthésistes, bonjour. Voilà. Je suis très heureux d'être là. Messieurs, dames, les anesthésistes, ça va mal, c'est Pourquoi, terminé. avec des messieurs? Non, continue. Mesdames, messieurs, on mesdames, n'est messieurs. pas avec des chirurgiens, ils parlent simplement. Nous, on n'est on pas n'est là à pas faire des trucs. tu vois. Moi, on m'a invité pour parler de choses sérieuses. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu alors, obligé de parler de choses On va le sérieuses. laisser alors. On va le Non, laisser si, alors. si, On s'en va, tu crois? Ah non, restez avec moi, les gars. j'ai Non, peur. on va te laisser. Bon, alors, vous voulez que je parle de quoi? Eh ben, tu veux que tu... Ah, non, mais... Là, tu peux nous faire la météo. La météo, s'il te plaît. Ouais. Alors, La grenouille, tu veux que je la montre aussi? Oui, je veux bien, oui, merci. Bon, Allez, alors, le syndrome de Loge. La question c'était, on a Alors, un gros c'était quoi, fracas, là on veut mettre un cathé, on veut de l'analgésie, est-ce qu'on peut se le permettre? Comment on va pouvoir tester nos patients? Est-ce que si jamais tu as un bloc complet, tu peux passer à côté d'un syndrome de Loge? Est-ce qu'il est fréquent? Comment on gère tout ça? Et la limite entre les deux os de l'avant-bras et le coude, parce qu'il y a aujourd'hui il y a le coude. Est-ce que et le problème de l'enfant, j'ai déjà entendu plusieurs fois des anciens me dire attention. Toi, t'en as eu au des syndrome. enfants pleins. Oui, Tu sais ce que c'est que le problème des enfants, toi. Oui, mais pas. Mais Et puis avec de l'huile de coude, monsieur. Enfin bref. Bon. On va arrêter nos histoires. Donc voilà Ouais, quoi. voilà. Vas-y, Bon, dis-nous tout ça. je vais quand même Allez. vous faire un cours sur le syndrome de Vas-y, Volkmann, parce que fais-nous. si c'est juste pour répondre à votre question. Allez, je vais répondre à votre question. raconte-nous. Bon, le syndrome de Volkmann, c'est quand même pas plus quelque chose de très fréquent dans nos pays dits civilisés, enfin encore civilisés. C'est de la séquelle définitive. Le syndrome de Volkmann, c'est la séquelle définitive d'un syndrome de loge antérieure de l'avant-bras. Ça associe une raideur, des raideurs par rétraction musculaire, l'avant-bras étant en pronation, le poignet en flexion, les MP en extension et bien souvent en flexion des doigts. Tout ça s'accompagne d'une paralysie sensitivo-motrice plus ou moins importante. Je fais comment pour passer? Voilà. Donc voilà un aspect typique de syndrome de Volkmann avec un poignet en flexion, métacarpophalangienne, extension, hyperextension et les interphalangiennes en flexion. Alors, les loges de l'avant-bras, comme tout membre inférieur ou supérieur, il y a des loges. Les muscles sont à l'intérieur des loges. Ces loges sont limitées par des aponevroses qui sont souvent inextensibles. Donc, la loge anatomique, elle ne peut pas, elle, prendre du volume et s'expandre. Le syndrome de Volkmann, le syndrome de Loge, c'est la suite d'une hyperpression prolongée des muscles qui va aboutir à la mort cellulaire par ischémie. Donc voilà le phénomène. On a d'abord une augmentation de pression. Cette augmentation de pression dans la loge... Ah non, ça marche à l'envers là. Voilà. Cette augmentation de pression va entraîner une baisse de la perfusion des fibres musculaires et des muscles. Cette baisse de la perfusion
va entraîner une ischémie, puisqu'il y aura moins d'apport sanguin, moins d'apport en oxygène. Cette ischémie va entraîner un édème cellulaire, et normalement, c'est là que la 4e flèche doit s'allumer. Cet édème cellulaire va lui-même entraîner une augmentation de pression. Donc on a un cercle vicieux qui va aboutir, au bout du compte et au bout d'un certain temps, variable en fonction de l'importance du traumatisme, à un vrai syndrome de Loge installé et constitué. Alors, voilà. Alors, je remets mes petites flèches. Voilà. Alors, l'augmentation de pression. L'augmentation de pression, qu'est-ce qui va donner l'augmentation de pression? Ça peut être simplement un hématome fracturaire. Vous avez une fracture du tiers proximal des 2 os de l'avant-bras, une fracture de la palette humérale, ça va saigner, il y a 500 cc dans le coude, 500 cc qui rentrent dans les masses musculaires, ça va distendre tout ça et ça va entraîner une hyperpression. Un mécanisme d'écrasement, c'est un peu la même chose, un blast ou un écrasement, un plâtre trop serré, ce qui oblige à avoir une surveillance rapprochée, bien entendu, un pansement trop serré, là aussi, ou un garrot mal placé, un garrot mal surveillé, avec une pression non contrôlée. Il y a aussi, d'un autre côté, les problèmes médicaux, les hématomes, les anticoagulants, les différents chocs médicaux, l'hémophilie, les perfusions qui peuvent passer à côté. Et là aussi, ça se voit, ça peut donner une hyperpression et aller vers ce cercle vicieux d'ischémie et d'édème cellulaire. Alors, ces syndromes de Loge, on les rencontre chez les gens qui sont dans le coma, on les rencontre dans les écrasements fermés des membres supérieurs, on les rencontre, et là c'est assez classique, dans les fractures de l'avant-bras et dans les fractures de la palette humérale, notamment chez l'enfant, traités orthopédiquement. Alors c'est vrai que chez nous, on le voit, c'est vrai, de moins en moins, parce qu'on est quand même habitué, on a une surveillance régulière, les gens viennent assez facilement aux urgences après la mise en place d'un plâtre si quelque chose ne va pas bien, si la douleur augmente. Donc on rencontre encore ça dans certains pays défavorisés où, bien entendu, les structures médicales sont quand même un petit peu limitées. Alors l'important, c'est la clinique, parce que ce syndrome de Loge, on va le diagnostiquer cliniquement. L'élément principal, et vous allez voir qu'on va tout de suite s'approcher de la réponse à la question qu'on m'a posée tout à l'heure, l'élément principal, c'est la douleur. Cette douleur, elle va irradier vers l'extrémité du membre, elle va être augmentée par la contraction. Quand on va demander aux gens de bouger les doigts, ça va augmenter ces phénomènes douloureux. Et il va y avoir, si on arrive à le palper, bien entendu, une hypertension musculaire, ça va durcir, ça va être très très dur. Si le malade est dans un plâtre, on ne va pas avoir ce signe, mais s'il s'agit d'un écrasement avec un pansement, en examinant le patient, on va voir ce gonflement de l'avant-bras et cette tension des loges musculaires. Et puis vont apparaître petit à petit ou assez rapidement des troubles sensitifs, que ce soit des paresthésies, des dysesthésies, une hypoesthésie, ça peut aller jusqu'à une anesthésie si la compression a duré suffisamment longtemps. On va avoir des troubles moteurs, une parésie d'abord, puis une paralysie. Et de façon un petit peu paradoxale, les poux vont toujours être perçus, puisque ce n'est pas un syndrome d'ischémie vasculaire, c'est un syndrome d'ischémie par compression. Et on a toujours une vascularisation artérielle qui va se faire et qui va bien entendu augmenter l'édème et participer à ce cercle vicieux. Donc vous voyez que le diagnostic, il est principalement et surtout clinique. On peut envisager une prise de pression dans les loges de l'avant-bras, mais c'est d'abord compliqué. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça et ce n'est pas forcément très fiable. Et puis voilà, ce n'est pas toujours facile à mettre en place dans le cadre de l'urgence. Au moindre doute, le traitement, c'est la libération des loges ou de la loge intéressée, et c'est une véritable urgence. C'est la seule façon d'éviter la catastrophe, la mort musculaire et les séquelles importantes qui donc, sont exprimées par le syndrome de Volkmann. Donc le problème principal, et ça rejoint la question que m'ont posée mes camarades tout à l'heure, c'est le problème du bloc qui va masquer les signes. Donc, est-ce qu'il faut pas de bloc? Est-ce qu'il faut un bloc de courte durée? Est-ce qu'il faut une surveillance chirurgicale ou paramédicale? On est quand même dans une époque où la prévention de la douleur est très très importante, notamment dans les traumatismes, et ça vient un petit peu en conflit avec ce risque de syndrome de Loge qui va s'exprimer cliniquement par une douleur. Donc, voilà le problème, c'est est-ce que devant
un écrasement fermé? Est-ce que devant une fracture supracondylienne complexe qu'on va opérer? Est-ce que devant un traumatisme complexe des deux os de l'avant-bras qui peut entraîner ce syndrome de Loge, est-ce qu'il faut faire un bloc? Est-ce qu'on peut les opérer sous anesthésie loco-régionale d'abord? Est-ce qu'il faut faire un bloc après pour avoir l'analgésie qui est quand même beaucoup plus confortable pour le patient, mais qui risque de masquer les premiers signes d'apparition d'un syndrome de Loge dont les conséquences peuvent être gravissimes? Est-ce que c'était bien ça la question? C'est super, c'est une question qu'on se pose régulièrement. Est-ce que tu peux me dire si tu as parlé de syndrome de Loge? Tu as parlé de syndrome de Loge chez l'enfant. L'enfant, en fait, le problème, c'est parce que c'est moi l'enfant. C'est un web TV psychiatrique. Voilà. Remarque, c'est un peu proche de l'anesthésie. Est-ce que c'est lié en fait à une compression dans le plâtre? Par le plâtre? C'est-à-dire que chez l'enfant, tu fais une réduction sur une fracture de la. Tu dirais, la question, c'est est-ce que s'il n'y avait pas de plâtre, il n'y aurait pas de syndrome de Volkmann? Ouais. Sur une chirurgie du coude chez l'enfant. Voilà la question. Faut plus mettre Alors, non, mais ils mettent beaucoup de gouttières, pas forcément. Oui. Alors, c'est une possibilité. C'est pas le plâtre est un élément favorisant, un élément aggravant, mais c'est pas forcément le plâtre qui va être à l'origine du syndrome de Volkmann. C'est vraiment le traumatisme. Maintenant, ce traumatisme va entraîner donc cette augmentation de volume. Et si on met un plâtre qui, par définition, comme la Loge, est inextensible, ça ne va qu'aggraver les choses. C'est ça. Donc, le problème, c'est que pour reprendre les fractures du coude de l'enfant, on peut mettre une attelle postérieure simplement qui va diminuer le risque de compression. Mais le risque de cette attelle postérieure, c'est un déplacement secondaire. Donc, si on a une ostéosynthèse stable qui va diminuer le risque de déplacement secondaire, on peut tout à fait se permettre de mettre une simple attelle où on n'a pas beaucoup de risque que la fracture se déplace. Donc on va prévenir le syndrome de Loge, on va diminuer le risque de syndrome de Loge sans prendre un risque de déplacement secondaire. Maintenant, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si on fait un simple traitement orthopédique sans ostéosynthèse, toute la fracture va tenir grâce à l'immobilisation. Et l'immobilisation, c'est une immobilisation plâtrée, bien souvent circulaire. Et à ce moment-là, si on ne met qu'une attelle, bien entendu, on va s'exposer à un risque important de déplacement de la fracture, dont être obligé de le reprendre, être obligé de passer d'où le éventuellement plâtre et d'où qu'il vaut mieux pas le faire. D'où le plâtre et d'où voilà. Il vaut mieux pas faire de bloc, en tout cas de longue durée dans cette situation. Courte durée, on peut se permettre. Voilà. Alors, c'est quoi le temps? Parce que j'ai vu que tu avais mis la pression, mais tu n'as pas donné de notion de temps. Est-ce qu'il y a une notion de temps? Est-ce qu'on peut se donner? Est-ce qu'un bloc qui va durer 3 heures peut poser un problème? Voilà. C'est dans les. Tout dépend. Alors, est-ce qu'il y a un timing, si tu veux? Non, il n'y a pas de timing. Il n'y a pas de timing très précis. C'est-à-dire que il y a un autre problème de timing, c'est que chez les enfants, pour les opérer théoriquement, ils doivent être à jeun. Donc, on a déjà passé au moins 6 heures entre la fracture, le temps qu'ils arrivent aux urgences, qu'ils aient leur radio, qu'ils soient pris en charge, qu'ils soient à jeun et qu'on les opère. Donc déjà à 6 heures, ils ont cet édème qui existe, ils ont cet hématome qui existe. Donc on est déjà dans un timing au-delà de 6 heures. Voilà. Après, le syndrome de Loge peut apparaître n'importe quand. Mais moi, ça ne me choque pas qu'on leur fasse un bloc de courte durée, par exemple, pour avoir une analgésie tout de suite après l'intervention, avec un bloc qui va se lever assez rapidement, qui va permettre de vérifier si on garde une mobilité digitale, si on n'a pas de douleur à la mise en extension des doigts, si on n'est pas extrêmement douloureux. Mais il est certain que devant un enfant qui a eu une ostéosynthèse d'une fracture supracondylienne ou une réduction orthopédique, qui va avoir mal en post-opératoire dans les 2-3 heures qui suivent, il ne faut pas lui faire un bloc pour qu'il soit plus confortable et qu'il ait moins mal après. C'est là qu'est le danger. En revanche, le pouls, donc, aucune sensibilité. C'est la douleur. C'est pas un argument, c'est la douleur. C'est la douleur et l'apparition de troubles neurologiques, parce qu'au bout d'un certain temps, le nerf, lui aussi, souffre. Et puis, donc, si tu fais un bloc, c'est évaluation des pressions dans les loges musculaires. Mais dans ce cas, tu n'as pas de plâtre, sinon tu ne peux pas le faire. Alors, cette histoire des pressions, surtout pour le membre bras, c'est quelque chose dont on parle tout le temps en cas de fracture. Mais je connais personnellement, alors peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui peuvent nous donner les informations. Moi, je connais personne qui met ses capteurs en place. Tu les as vus? Non, ça vaut le coup d'investir là-dedans, je dirais. C'est vrai qu'en pratique, on les a pas. C'est vrai qu'en pratique, les syndromes de Loge, et c'est surtout dans les syndromes de Loge d'effort, chez les motards par exemple, qui ont des syndromes de Loge de l'avant-bras, où il y a des gens qui sont un peu spécialisés dans ces prises de pression. C'est toujours très compliqué, c'est toujours très long. Et tu disais pas fiable d'ailleurs. Moi,
Moi, j'ai envoyé Ton plusieurs expérience. fois, dans mon expérience, des motards qui avaient syndrome de loge pour te faire prendre des pressions. D'abord, comme ils ne sont pas beaucoup, il y a toujours un délai de rendez-vous important. Après, ce n'est pas tout à fait le moment. Après, ça semble très compliqué dans le résultat et probablement dans le cadre de l'urgence, pas forcément fiable. Voilà, c'est un peu mon sentiment. Maintenant, il faut plus se baser sur la clinique, sur cette augmentation de douleur, sur l'apparition de rétraction, sur l'apparition de troubles neurologiques, pour dire attention, il y a un syndrome de loge et là, il faut faire quelque chose. Moi, je trouve cette question assez intéressante qui vient d'arriver, qui est qu'on peut tourner un petit peu différemment, simplement de dire, est-ce que tu peux, toi, en fonction du traumatisme, de la radio, pas prévoir, mais dire que le syndrome de loge est faible, voire important. Dans ces cas-là, y a-t-il pas justement on parle beaucoup de ça, de parler entre nous, entre les anesthésistes et les chirurgiens. Quand il s'agit de savoir dans quel restaurant on va, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Donc, ces bonnes relations font que bien sûr, tu aimes bien ça. Bon, est-ce qu'il y a est-ce que justement tu peux le prévoir? Est-ce que tu peux nous aider à dire non les gars, là c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. On peut le faire. Le risque est très faible. Il faudra surveiller, etc. On a déjà ce délai entre le traumatisme et la prise en charge chirurgicale, où en fonction du volume du bras, du volume de l'avant-bras, des troubles neurologiques qu'on peut avoir, des phénomènes douloureux qu'on a avant que vous fassiez votre anesthésie, votre bloc, on a déjà une petite idée du risque. Est-ce que c'est un risque important ou moins important de faire un syndrome de loge? Donc déjà, rien qu'en démarrant l'acte chirurgical, ou tout du moins l'acte anesthésiste, on a déjà une bonne idée, à condition, bien entendu, d'examiner le patient avant, de le voir avant et de ne pas arriver avec un patient opéré. Et je crois que c'est important parce que ça fait partie des quelques vraies urgences qu'on a, où on a besoin vraiment d'être là avant et d'évaluer le patient avant. C'est très important. Donc déjà, on a cette idée-là. J'ai perdu ta question, c'était... Non, les signes prédictifs. Les signes prédictifs. Et je crois que les signes prédictifs, ils sont là sur le type de traumatisme et sur l'état du bras avant. Même si il nous arrive ici d'opérer des enfants qui ont des fractures supracondyliennes, qui ont 5, 6, 7 ans, uniquement sous bloc axillaire, ce qui est assez confortable pour eux, ce qui aussi nous permet éventuellement d'avancer l'heure de l'intervention par rapport au fait d'être à jeun, et ce qui va diminuer aussi cet édème post-opératoire. Maintenant, quand on les opère et qu'on va les ouvrir, on va automatiquement évacuer une partie de l'hématome, donc on diminue d'autant le risque d'hyperpression. Voilà. Donc c'est pour ça moins risqué qu'une réduction orthopédique. C'est pas la même indication. Donc non, mais quand même, on a l'impression que la réduction orthopédique, c'est quand même un risque majeur. C'est que c'était beaucoup plus important. Oui. Est-ce qu'on peut dire que quand on a une réduction orthopédique avec plâtre, le risque est plus important que quand orthopédique, soit orthopédique pur, soit une réduction avec un brochage percutané, ce qui revient au même quand tu n'ouvres rien, quand tu n'évacues rien du tout. Tout à fait. Maintenant, quand on les aborde par une voie latérale ou une voie postérieure, il est certain qu'on va évacuer une grande partie de l'hématome et qu'on va peut-être diminuer ce risque de syndrome de Volkmann. Maintenant, il faut reconnaître que c'est devenu une complication rarissime chez nous, que les gens sont habitués à ça et que la surveillance fait qu'on a moins ça. Voilà. Merci infiniment. Pas de quoi, c'est un plaisir. Nous allons terminer cette émission de télé en vous annonçant, comme d'habitude, la prochaine, qui va avoir lieu le 13 octobre. Et le sujet, comme d'habitude, on aime bien vous le faire découvrir au dernier moment. On ne va pas vous le dire, tiens, vous ne le méritez pas, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de questions. Et ça ne me plaît pas tellement. Enfin bon. Bien fait. Ça t'a plu, toi? Une seule. Bien fait. Pourquoi on n'a qu'une seule question? Non, celle-là, c'est même pas une question. Ah d'accord, c'est pas une question. Dans celle-là, c'est même pas une question. Bon, d'accord. C'est une réponse. C'est une réponse en plus. Bon, d'accord. Bon, voilà. Bon, écoutez, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Préservez votre droit de boule. revoir. Voilà. On remercie bien sûr l'équipe, on remercie Thierry Garnier. Tiens, tu peux venir un peu ici, toi. Il vient jamais, lui. Mais il est super, mon Thierry, parce qu'il va se mettre... Thierry, c'est les films. Thierry, c'est l'organisation. Thierry, c'est 90% des résultats de cette émission. Et ça a été mes blocs aujourd'hui, ce qui fait que j'ai fini à l'heure. Voilà, en plus, il a fait ses blocs, il est content. Quand ils sont motivés, ils sont capables d'être à l'heure. Bien sûr. C'est bien quand même. C'est bien. Allez, au revoir à tous. Bon, au revoir. Merde, la question arrive.